Et alors à ce moment-là, il y a un renversement. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas laisser faire en sorte et même développer, je pense à des, oui, à des, vous évoquez les camps du Darfour, et je pense que là, il y a une volonté de la part des gens de s'installer, de se développer sur place. Et bien, ils sont là, ils ont migré, ils se sont réinstallés là. À Khartoum, c'est pareil, à Monrovia, c'est pareil. À ce moment-là, il y a des politiques de rapatriement qui sont contradictoires finalement avec le premier mouvement. On dit, ben, on va vous mettre dans des camps. Et on dit, ben, d'accord, on se met dans des camps, on s'organise, on y vit, on refait la vie. La guerre est facteur d'urbanisation. Pourquoi? Parce que les gens réagissent très bien. Moi, j'ai eu des discussions tout à fait passionnantes dans un camp de réfugiés en Sierra Leone, de réfugiés libériens, qui me disaient, oui, on veut retourner au Libéria, dans le Lofa, mais pas dans les villages. On veut se regrouper dans des villes pour s'organiser mieux, pour être moins fragile face à des risques d'arrivée de groupes rebelles ou autres. On est plus fort quand on est regroupé. C'est tout à fait logique. Et donc, ça voulait dire on va faire des villes, on ne va pas retourner dans les villages. Donc, facteur d'urbanisation. Et puis, à un moment donné, il y a un basculement. Et ce basculement, moi, je l'observe dans toutes les enquêtes que j'ai faites sur les camps de réfugiés et de déplacés. On pourra y revenir. Dans le cas des déplacés, ben, c'est moins compliqué puisqu'il n'y a pas cette législation internationale, enfin, il n'y a pas ce fait d'être parti dans un autre pays. Et là, finalement, à un moment donné, les gens ont été mis dans les camps. On a dit vous allez rester là, c'est là que vous trouvez de l'aide. Ils se sont organisés, ils se sont fait des vies résilientes, hein, ils se sont remariés, refait des familles, etc., etc. Et à ce moment-là, moi, je serais plutôt pour dire reconnaissons ces espaces-là comme des débuts de ville, quoi, hein, et que à ce moment-là, le soutien soit fait à ce développement-là, quoi, hein. Donc je pense que c'est complexe et il y a des moments différents, il y a des temporalités différentes et les politiques pourraient tenir compte de ces temporalités-là. Hamza Idane et puis Philippe Zapater, une réaction sur de l'asile et la ville, ce défi qui vous est posé, qui est celui du temps, de l'accumulation du temps et l'accumulation des réfugiés ou des déplacés dans des camps. Anne ? Il y a plusieurs phénomènes. Il y a le fait qu'effectivement aujourd'hui les violences et les conflits atteignent des populations qui, en milieu rural, vont aller effectivement se regrouper vers des structures urbaines parce qu'elles pensent obtenir une protection plus grande dans ces milieux-là. Parce qu'elles ont peut-être de la famille qui ont déjà émigré avant et qu'elles peuvent trouver un accueil. Mais il y a aussi évidemment des zones urbaines qui sont frappées par la violence et qui créent des déplacements au sein de ces milieux urbains. Et ça, c'est pas toujours facile à gérer non plus de développer une réponse humanitaire en milieu urbain ou pour des populations qui sont pas qui ont des métiers ou qui ont un mode de vie urbain. On l'a vu dans le Caucase dernièrement, ces dernières années, où finalement les populations qui sont déplacées, elles ont perdu un appartement, une voiture, un travail, une rente, des services, et elles se retrouvent finalement des fois en zone rurale ou dépouillées de ce genre de services urbains pour lesquels elles avaient l'habitude. Et ça, c'est évidemment une autre genre de réponse. Lorsque ces déplacements en milieu urbain, on est assez peu concentré, on est assez peu amené à rencontrer des situations de camp, mais on est souvent amené à rencontrer des populations qui se regroupent dans des structures publiques et collectives. On retrouve des personnes dans des écoles, dans des administrations. Ça pose tout le problème de l'accueil dans ces personnes dans des locaux qui ne sont pas forcément à la base faits pour ces personnes. Alors on met à disposition une école pendant une semaine ou deux, puis après on se demande la situation de conflits dans la région affectée ayant évolué. Il faudrait quand même un retour à la normalité, puis il faut récupérer les écoles. Comment est-ce qu'on fait lorsque les gens ne peuvent pas rentrer? Donc ça pose effectivement d'autres dilemmes. Je pense que l'action humanitaire en milieu urbain est un débat en soi. Et comment est-ce que nous sommes bien outillés avec nos programmes, avec nos manières de faire, à répondre à ces problématiques en milieu urbain? Mais il est vrai qu'on a passé, semble-t-il, plus de 50% de la population mondiale aujourd'hui vit en milieu urbain. Donc, par définition, le conflit va affecter un plus grand nombre de populations civiles en milieu urbain si on reste avec le niveau de confidentialité qu'on connaît. Deux mots, Joseph, et après on s'interrogera sur le regard des humanitaires présents avec nous, sur cette première partie du débat, sur le regard que vous portez sur les déplacés, et puis ensuite on s'intéressera aux aspects juridiques du statut. Oui, tout à fait. Le déplacement urbain,
finalement, il y a énormément de phénomènes différents qu'on appelle déplacements urbains. Il y a des déplacements dans des villes, il y a des déplacements vers des villes, il y a des déplacements des villes vers d'autres villes. Bon, c'est assez complexe, mais c'est tout à fait un phénomène assez important. C'est un phénomène, parfois on disait au HCR que le HCR c'est une organisation rurale. Et, bon, le HCR est très habitué à travailler dans les camps de réfugiés au milieu de l'Afrique, et on est moins habitué à travailler dans les milieux urbains. C'est tout à fait un thème important pour nous. On a en fait produit il y a très peu de temps une nouvelle politique sur disons, l'assistance aux réfugiés dans des zones urbaines, dont le HCR essaye de sortir, ce qui concerne les réfugiés, de sortir du cadre du modèle des camps pour reconnaître que les réfugiés en milieu urbain disons, ont les mêmes droits et parfois les mêmes besoins, ou plus de besoins que les réfugiés qui sont dans des camps. Et ça a mené aussi un débat parallèle du point de vue des déplacés internes qui sont dans des villes. Bon, là, je voudrais faire une emphase encore sur l'importance de deux points de vue sur les déplacements internes. Un point de vue légal et un point de vue de la compréhension sociale du phénomène. Le point de vue légal continue à être très important parce que s'il n'y a pas une reconnaissance légale dans des pays, ça veut dire qu'il n'y aura pas de projets et de réponses, il n'y a pas, disons, la responsabilité de l'État pour répondre qui est mise en cause. Et c'est pour ça qu'il demeure toujours important de se tenir en définition légale du déplacement. Bon, ceci ne doit jamais empêcher une compréhension du déplacement comme phénomène social qui, au-delà de cette définition légale, est très complexe. Donc, et finalement, bon, ça arrive énormément qu'il y a des personnes qui sont poussées par la violence à aller dans des zones urbaines, mais parfois la violence est un facteur de plus dans des histoires de migration de zones rurales à zones urbaines qui sont très vieilles. Et ça, il faut finalement aussi comprendre. Bon, je vais juste donner un dernier exemple de l'importance finalement du cadre de droit, puisqu'on va commencer là-dessus sur le déplacement. Il y avait un moment en Colombie où le gouvernement a dit bon, les personnes qui se déplacent d'un quartier à l'autre dans la ville ne sont pas des personnes déplacées internes. Il faisait référence à un article que j'ai oublié dans le Code civil, donc qui, disons, le lieu de résidence, qui était la définition de déplacé, disons, c'était équivalent au municipio. Donc, si on ne se déplace pas de municipio, on n'est pas un déplacé interne, ce qui ne répond pas du tout à la réalité du déracinement du déplacement intra-urbain. Bon, la valeur finalement de la définition légale, c'est que la Cour constitutionnelle a été capable de saisir le problème et a été capable d'ordonner au gouvernement colombien de reconnaître ces personnes comme ces déplacés internes. Donc, ça montre quand même la dualité, si vous voulez, l'importance de comprendre la complexité sociale du déplacement et aussi de placer le déplacement dans un cadre de droit où il y a finalement des institutions légales qui sont capables de trancher en faveur des droits des déplacés internes. Merci. Alors, j'aperçois dans la salle Florence Denis, qui est la responsable des opérations post-crise de Action contre la faim, François Grunewald de l'URD, Philippe Richman. Donc, côté ONG, là, qui veut nous faire part de son expérience? François, déjà? Bonjour, moi je vais intervenir avec trois éléments au point de vue. D'abord, j'ai eu la chance d'être en charge de l'évaluation de la politique du CICR sur les personnes déplacées. Donc on a pu regarder l'importance sur le terrain de toute une série de choses que Anne vous a dit. Et tout récemment, donc, on vient de réaliser l'évaluation de la réponse internationale à Haïti pour l'ensemble des acteurs dans le comité interagence pour la réponse, le YASC. Et en fait, ce qu'on a vu, c'était assez dramatique, c'est que toute la saga de l'humanitaire s'étant construite autour du camp de réfugiés, puis maintenant du camp de déplacés, les gens sont, dans les grandes lignes, presque incapables de penser autrement. Donc, alors, Port-au-Prince étant un cas particulièrement typique, où on a en face de nous une ville, et les gens dans cette ville n'identifient que des camps, puisqu'il y a des choses qu'ils connaissent, qui ça ressemble à ce qu'ils ont déjà vu, des groupes de personnes sur des places plates, alors ils mettent des tentes, ils organisent des camps. Impossibilité de lire le fait urbain, dramatique, et impossibilité à cause de ça de faire une réponse qui s'intègre dans ce fait urbain, et donc on trouve des éléments de réponse qui sont dans les grandes lignes de ce qu'on a vu très inquiétant en termes de quelque part d'inadaptation de la réponse. Alors, pourquoi ce narratif du camp est devenu si important ? Moi, je crois qu'il y a toute l'histoire de l'humanitaire, une grande partie de l'histoire de l'humanitaire contemporain s'est construite autour des camps, autour des réfugiés de l'Afghanistan, du Cambodge, du Vietnam et d'autres encore.